Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV pour notre émission consacrée à l'Observatoire des politiques publiques, une enquête que nous réalisons tous les 2 mois avec l'Institut EFOP et notre partenaire EY. Un sondage publié et commenté dans le nouveau numéro de la revue Acteurs Publics. Nous allons parler de l'action du gouvernement en matière de réforme de l'État, de modernisation de l'action publique, 3 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Quelles devraient être les priorités, quelles méthodes aussi? Nous débattrons en seconde partie d'émission avec nos 2 invités, le député UMP François Cornu-Gentil et Arnaud Bertrand, associé chez EY, responsable du secteur public. Mais tout de suite, nous passons sans tarder aux résultats de notre observatoire. Damien Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département opinion de l'IFOP. Premier constat, une majorité écrasante des personnes interrogées trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez. Vous avez raison, les chiffres sont sans appel. 80% nous disent qu'en matière de réforme de l'État, l'action est insuffisante. 82% nous disent même qu'elle est inefficace, donc les jugements sont très durs. Si on regarde le détail des réponses dans les différentes catégories de population, on voit des sympathisants de gauche un peu plus cléments que les sympathisants de droite, mais les réponses sont négatives dans toutes les catégories. Ça traduit à la fois une déception, bien sûr, mais aussi une attente, puisqu'on veut qu'on aille beaucoup plus loin en matière de réforme de l'État. L'IFOP a demandé quelles doivent être les priorités en matière de réforme de l'État. Les priorités, et la surprise, ce ne sont pas les réformes des administrations qui arrivent en tête, ou bien la réforme territoriale, dont on parle beaucoup depuis bientôt 3 ans, mais faciliter la vie des entreprises, ça arrive en numéro 1, on va le voir sur nos tableaux, et aussi faire des économies budgétaires en numéro 2. Alors, le premier constat déjà, c'est que les réponses sont très éclatées. Il n'y a pas vraiment de priorité identifiée par les Français de manière très claire. Mais vous avez raison, les premières priorités concernent effectivement la simplification en gros de la vie des entreprises et aussi un allègement du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'on veut réduire, on va faire des économies budgétaires. Donc c'est l'aspect simplification là, qui est vraiment mis en avant. C'est le premier aspect qui l'emporte. Et ensuite, on voit que les réponses qui viennent concernent davantage la consolidation du système de santé, 37% des interviewés, la réforme aussi du système d'éducation. En fait, on voit aussi que les priorités sont différentes selon le positionnement politique. Les sympathisants de droite vont davantage vers la simplification et pensent davantage aux entreprises. Ceux de gauche pensent d'abord santé et éducation. Dans le même temps, on voit bien, les résultats sont éclatés, contradictoires aussi un peu, puisque les gens réclament à la fois des économies budgétaires, mais aussi une consolidation du système de santé. Oui, tout à fait. Et en fait, on s'aperçoit que ça part un peu dans tous les sens. Quant aux réformes qui ont vraiment, par exemple, la réduction du nombre de fonctionnaires, qui ont vraiment été mises en avant au moment de la RGPP, on s'aperçoit qu'elles sont très loin dans le tableau. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment dans des directions qui ne sont pas les plus évidentes quand on pense normalement à la réforme de l'État. Alors pour réformer, il faut une méthode, il vaut mieux. Et donc, nous avons demandé aux personnes interrogées de ce qu'il faudrait pour réussir la réforme de l'État. Et là, consultation, les gens veulent être consultés et ils réclament aussi une volonté politique forte. Alors autant les citoyens ne sont pas très clairs sur les priorités, autant en ce qui concerne la méthode, il y a des vraies priorités qui se dégagent. D'abord, la consultation, vous l'avez dit, 57% réclament un référendum sur le sujet de la réforme de l'État, c'est quand même très net. On se dit les politiciens ne sont pas forcément en mesure de le faire, alors on va demander au peuple de trancher. Deuxième réponse qui arrive, et là on remet quand même un petit peu la balle dans le camp des hommes politiques, c'est il faut une volonté politique forte pour essayer de régler ce problème. On s'aperçoit que toutes les formules un peu plus institutionnelles qui consisteraient par exemple à mettre en place un vice-premier ministre chargé de la réforme de l'État ou bien une administration interministérielle sont rejetées, figurent vraiment en bas de tableau. Plus de pouvoir pour les parlementaires aussi, ça, il y a aussi une défiance, ça traduit une défiance aussi de l'opinion. Ça traduit effectivement une défiance et on se dit, face à cette situation, peut-être seul le peuple peut vraiment trancher. Merci Damien Philippot pour cet éclairage et nous passons à la seconde partie de cette émission avec le débat. Et on se retrouve pour la seconde partie de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le député UMP François Cornu-Gentil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un essai paru récemment qui s'intitule « Gouverner pour un nouvel exercice du pouvoir », où il est question notamment du pilotage de l'action publique ou plutôt du non-pilotage. Et Arnaud Bertrand, bonjour. Arnaud Bertrand, associé chez EY, responsable du secteur public, notre partenaire pour cet observatoire des politiques publiques. Alors, le constat que font les Français est accablant, on l'a vu, 8 Français sur 10 estiment que l'action du gouvernement en matière de réforme de l'État est à la fois insuffisante et inefficace. Pourtant, il se passe des choses tout de même, François Cornu-Gentil, il ne se passe pas rien je en matière de réforme de l'État. Je crois que dans le livre, j'essaie d'avoir un recul par rapport à l'actualité immédiate. Je pense que le jugement sur l'inefficacité de l'action publique ne concerne pas ce gouvernement,
mais concerne les gouvernements qui sont succédés depuis une vingtaine d'années. Ce que j'appelle même les 30 gâteuses. Voilà. Depuis 30 ans, le monde a complètement changé. On a gardé les mêmes outils d'action publique et les gouvernements de gauche et de droite font des plans com de gauche ou des plans com de droite et les gens n'y comprennent plus grand-chose. Donc je pense qu'il faut prendre les questions au sérieux et essayer de trouver une méthode pour avoir une action publique efficace. Je pense que les Français sont très lucides et le sondage ne me surprend pas. Je pense que les approches catégorielles qui sont celles de la gauche et de la droite depuis 20 ans flattent les gens à court terme, mais qu'en réalité, au fond, tout le monde n'en peut plus. Arnaud Bertrand, on a l'impression que le jugement négatif des Français, on l'a vu massivement négatif sur l'action publique, porte davantage justement sur l'action publique qui est menée que sur les réformes elles-mêmes. Finalement, le sentiment que les contribuables n'en ont pas pour leur argent. Oui, alors je vais rebondir sur deux points qu'évoquait à l'instant François Cornut-Gentille. Le premier, c'est la lucidité totale des Français, qui, alors qu'ils sont dans une situation difficile, demandent davantage de réformes, estiment à plus de 80% que la réforme n'est pas là, et à plus de 80% que quand elle est là, elle est inefficace. Le deuxième point, c'est une espèce de révolution mentale qui se crée chez les Français, parce que je pense que c'est la première fois dans un sondage que les Français disent qu'en termes de réforme, les deux points qu'ils attendent, c'est d'abord en fait plus d'entreprises, plus de leviers pour les entreprises. On va y revenir. Hein, ouais. Donc les Français ont compris que c'était l'entreprise qui créait de l'emploi et qui créait de la richesse, quand bien même la puissance publique crée les conditions de cette richesse. Et le deuxième point, c'est qu'ils demandent soit moins d'État, ce qui serait là aussi une révolution en France, soit en tous les cas un État radicalement plus efficace puisqu'ils demandent une réduction des dépenses. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir et qui illustre le propos de M. Cornut-Gentille, c'est un indicateur. On manque d'indicateurs souvent en France pour mesurer la performance. Et France Stratégie vient de sortir un indicateur composite remarquable, qui est un indicateur de sélectivité de l'évolution des dépenses publiques et qui montre que de 2009 à 2012, la France, en fait, n'a pas réalisé de choix. C'est-à-dire que la nature de ses dépenses publiques est restée la même. Et lorsqu'on la compare avec tous les pays européens, la France est en dernière position. C'est-à-dire que, contrairement à ses partenaires, qui sont aussi des concurrents d'un point de vue économique, la France ne fait pas d'arbitrage, ne fait pas de choix, et dans la longue durée, effectivement, vous l'évoquiez, et du coup a un vrai risque d'aller dans le mur. Ça rejoint les 30 gâteuses que vous évoquez. Dans votre livre, vous expliquez qu'en fait, la faiblesse des réformes engagées s'explique en fait par un affaiblissement de l'exécutif, le fait de ne plus arriver à décider, d'être pas suffisamment fort et d'être dans la négociation permanente, à la fois avec sa propre majorité, à la fois avec les fonctionnaires, avec les syndicats, avec les corps constitués. À l'Assemblée nationale, dans les débats institutionnels classiques, on entend souvent dire que là, ce qui ferait problème aujourd'hui, c'est la Ve République, le pouvoir qui reste un peu monarchique, voire bonapartiste, issu de la Ve République et du général de Gaulle. C'est peut-être vrai dans les livres de sciences politiques. Si vous ouvrez les yeux, le pouvoir monarchique bonapartiste tel qu'on le décrit, ça a été vrai en gros jusqu'à Mitterrand. Il y avait là un exécutif, un président fort qui pouvait imposer à une majorité, à un pays, des décisions assez fortes. En réalité, depuis Chirac, depuis les grèves du début du septennat de Chirac, l'exécutif est fort sur le papier, mais faible en réalité, faible de deux manières. L'exécutif a une administration qui s'est organisée un peu en marque, hein, la police contre la justice contre la police, le ministère de l'Environnement contre l'industrie, contre la guerre. Donc le gouvernement ne peut pas s'appuyer sur une administration qui est elle-même divisée en politiques différentes. Et le gouvernement, on le voit beaucoup aujourd'hui, mais en regardant un peu mieux, c'était vrai du temps de Nicolas Sarkozy, le gouvernement n'est pas si fort que ça, il doit en permanence composer avec sa majorité. Et donc actuellement, on est toujours en Ve République parce que le Parlement a été conçu pour être faible, je confirme qu'il est toujours faible, mais la nouveauté, c'est que la Ve République se basait sur un exécutif fort, l'exécutif est faible. Et donc mon sujet, c'est si on veut réformer l'État, comment on n'oppose pas exécutif et législatif, comment on redonne un rôle aux assemblées, comment on redonne une marge de manœuvre à l'exécutif qui n'en a plus aujourd'hui. Arnaud Bertrand, vous partagez ce diagnostic, c'est-à-dire que François Cornut-Gentille dit que c'est l'exécutif, en gros, qui n'arrive plus à décider,
Mais est-ce que tout simplement, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi décider face à la situation? C'est aussi ça aussi. Ou est-ce que le diagnostic finalement est posé et on sait très bien ce qu'on a à faire et qu'il ne manque plus que la décision politique? Ce qui est sûr en tous les cas, pour avoir voyagé un peu dans le monde et voir comment les réformes se passent à l'étranger, c'est que pour réussir une réforme, il y a un triptyque. Le premier élément, c'est le leadership. Il faut un leadership fort et donc une légitimité politique forte. Ce qui implique souvent en début de mandat, ça. Ce qui implique souvent de commencer les réformes en début de mandat, ce qui implique souvent de les avoir préparées avant l'élection. Donc, un, leadership. 2, transparence. Et ça, la France est en retard en termes de transparence. La LOLF avait été un progrès, mais depuis, on a perdu un peu pied. On n'a pas d'indicateur véritable, je l'évoquais tout à l'heure, de performance des politiques publiques. On suit mal la performance des politiques publiques. Et puis, le troisième point, c'est une méthode. Si vous n'avez ni leadership, ni transparence, ni méthode, vous avez peu de chances d'arriver au résultat. Et c'est notre situation aujourd'hui, en quelque sorte. Je ne sais pas, en tous les cas, si c'est notre situation aujourd'hui, mais selon les cas, en tous les cas, on a toujours eu du mal à réunir ces trois éléments. Et ça me paraît essentiel. Par ailleurs, il faut quand même aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger. Il faut sortir de notre pays pour réformer. Ça implique de se comparer, d'identifier ce qui a bien marché, moins bien marché à l'étranger. On ne le fait pas suffisamment, réforme par réforme. Et puis ça implique, on l'évoquait hors plateau, un regard extérieur. J'ai une formule que j'aime bien qui est essayé d'introduire au sein de la réforme de l'État du PPP, du partenariat public-privé, qui consiste à aller chercher des compétences à l'extérieur et un regard neuf, avec par exemple, je vais péter pour ma maison, mais des consultants qui ont des méthodes de transformation utiles, de combiner ça avec une expertise interne, les corps d'inspection. Et dans le passé, je repense aux anciens audits de modernisation. C'est l'époque Copé. C'était l'époque. Avant la RGPP, Copé, juste avant. Juste à la fin des septennats de Jacques Chirac, il y avait un dispositif qui combinait justement les bonnes pratiques du privé et les bonnes pratiques du public, l'expertise des uns et des autres pour essayer d'arriver au mieux au résultat. François Cornet-Gentil, la bonne méthode alors. On a eu la RGPP, on a la MAP aujourd'hui, et finalement il y a une continuité dans l'inaction. C'est encore plus grave que ce qui vient d'être dit. Je pense aussi qu'on ne sait pas choisir parce qu'on ne sait pas débattre. Alors il y a un paradoxe que j'essaie de souligner dans le livre, c'est que vous avez sur toutes les chaînes de télévision, y compris d'information en direct, en live, vous avez en permanence des messieurs graves et sérieux, ou des dames d'ailleurs, parce qu'on respecte la parité maintenant, qui viennent soi-disant débattre. Je pense que ce n'est pas des débats. En réalité, quand vous regardez, qu'est-ce que c'est qu'un débat démocratique? C'est un débat qui concerne tous les Français. Regardez tout ce qu'on appelle débat depuis 15 ou 20 ans. Vous avez des spécialistes qui viennent vous expliquer leurs solutions. Des techniciens qui savent. Oui, moi je sais, je sais de quoi je parle. Et donc, c'est le contraire du débat démocratique. Le débat démocratique, c'est expliquer au contraire qu'un sujet est à tout le monde. Regardez sur l'école. On est à peu près d'accord pour voir que c'est un des domaines de l'action publique qui est en train de s'effondrer allègrement, si je puis dire. Regardez la justice. La justice de notre pays n'arrive plus à juger, ne sait plus pourquoi il juge, les prisons ne fonctionnent pas, le suivi personnalisé ne fonctionne pas. Et vous avez des tas de gens qui en débattent très gravement, qui proposent des solutions. Donc je pense que la première chose, c'est de casser ces non-débats de spécialistes pour montrer que ces sujets concernent tout le monde et arriver à les insérer dans une problématique non pas technique, mais dans des choix politiques qui concernent tous les Français. J'avais fait un rapport sur Polytechnique. Je montrais que Polytechnique était une superbe école, produisant des gens de très haute qualité, mais que compte tenu de l'investissement, de la qualité des hommes qu'on a dans cette école, le résultat est assez médiocre. On pourrait exiger beaucoup plus compte tenu de tout cela. Et regardez Polytechnique, c'est en quelque sorte co-géré par quelques spécialistes. Et quand vous ouvrez le débat sur Polytechnique, vous intéressez des tas de gens qui s'intéressent à l'action publique, au rôle de la France dans le monde, à l'industrie, est-ce qu'on peut avoir une industrie? Et donc, sur tous les sujets qui sont en quelque sorte privatisés par des intérêts particuliers, il faut rouvrir un débat politique. Arnaud Bertrand, le gouvernement a entamé la revue des missions. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, savoir ce que doit faire l'État, faire un tri dans les missions, savoir qui fait faire, fait ou on fait faire. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on doit commencer par là? Je vais reprendre là aussi un point de M. Cornet-Gentil. La question des priorités, de se fixer des priorités. Je ne suis pas sûr que l'approche qui consiste à mi-mandat
à faire une revue de l'ensemble des missions de l'État soit la meilleure. Mais elle peut aboutir à des bons résultats pour autant. Mais j'aurais eu tendance davantage à choisir quelques grandes priorités et à se concentrer sur ces priorités, qui peuvent être, dans le champ économique, l'efficacité de la formation professionnelle, l'efficacité des dispositifs d'aide aux entreprises. Dans le domaine social, l'efficacité des millefeuilles qu'on a construits. On est dans des grandes masses budgétaires. Grandes masses budgétaires. Dans le domaine social, l'efficacité du millefeuille des minima sociaux. Le champ de l'éducation nationale que vous évoquiez. Et lorsqu'on interroge des hauts fonctionnaires étrangers ou des politiques étrangers ou des gens qui ont été en responsabilité et qui regardent la France, il y a 2 points d'étonnement. Le premier, c'est la difficulté à choisir un certain nombre de priorités et à porter l'effort sur ces priorités. Et le deuxième, je rejoindrai le point du débat qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la difficulté qu'a la France, entre la gauche et la droite, à construire des consensus sur un certain nombre de priorités. Et du coup, avec des effets de balancier permanents lorsqu'on a un changement de majorité qui ne favorisent pas la réforme dans la durée. Consensus d'autant plus difficile à trouver qu'on approche d'une échéance présidentielle à mi-mandat ou à 2 ans d'un mandat. L'idée de consulter les citoyens, c'est quelque chose qui revient aussi dans ce sondage. Ça séduit, mais est-ce que ça ne traduit pas aussi une défiance de la représentation parlementaire et de nos élus ? Exactement. Je pense que ça reflète le besoin pour les Français de participer, de dire parce leur qu'ils mot. sentent que c'est leur service public, c'est leur argent, c'est leur... Oui, voilà. Le besoin démocratique que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une méthode en réalité, on parlait de méthode. Donc ça reflète une attente, ce n'est pas une méthode, parce qu'il y a tellement de choses. Alors on va faire, le nouveau gouvernement, il va faire tous les jours un référendum sur la justice, sur l'éducation nationale, sur la formation professionnelle. On voit bien, et en plus, en France, si la culture politique n'évolue pas, on voit bien que ces référendums seront de nature plébiscitaire. Donc ça indique une impasse. Moi, ce que je suggère dans le livre, c'est que pour recréer cette dynamique de changement, on donne un nouveau rôle au Parlement. L'exécutif ne peut pas de lui-même indiquer ce qui ne va pas. Vous voyez un ministre du Travail qui expliquerait pourquoi pour l'emploi ça ne fonctionne pas, on lui demanderait de se taire très rapidement. Un ministre de l'Éducation qui expliquerait que c'est un petit peu compliqué, c'est impossible. Et donc, on voit bien que les parlementaires en matière de contrôle de l'action publique ne sont pas très investis, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, rien ne se fait. Je pense qu'il n'y a que le Parlement, parce qu'il est représentatif, parce qu'il est légitime, qui peut jouer ce rôle, non pas de contrôle technique, il y a tous les corps d'inspection, il y a la Cour des comptes qui font des très bons travaux. Le Parlement peut interpeller les gouvernements sur tous les domaines. Pour l'emploi, ça sert à quoi? Est-ce que c'est adapté au chômage d'aujourd'hui? Un porte-avions, on a un porte-avions aujourd'hui. Est-ce qu'un porte-avions, c'est adapté pour lutter contre Kadhafi et autres? Dans tous les domaines, on peut se demander est-ce que nos outils sont adaptés aux problèmes qu'on a à résoudre. Donc je pense que le Parlement, faisant cela, redonne à l'exécutif des marges de manœuvre qu'il n'a plus aujourd'hui. Arnaud Bertrand. Alors, sur la consultation des Français, d'abord, je pense que ça pointe surtout le besoin de légitimité de l'action. Et donc, à nouveau, l'importance des 100 premiers jours. Ce qui veut dire que le succès se construit avant l'élection. Si vous êtes prêt avant l'élection et que vous remportez l'élection, derrière, vous avez 100 jours pour engager les choses. Parce que la France est un pays... D'autres l'ont dit avant moi, avec de meilleurs mots, difficile à réformer. Le deuxième point sur le Parlement, moi je suis très favorable en tant que citoyen, pour le coup, à un rôle plus important du Parlement. Il y avait d'ailleurs eu une réforme constitutionnelle qui allait dans ce sens, mais je ne suis pas sûr que le Parlement lui-même ait pris toute l'ampleur de ce qu'il pouvait saisir. Du coup, moi je suis d'ailleurs très favorable au strict cumul des mandats. Parce que grâce à ça, le député, le sénateur est obligé d'agir et ne peut pas jouer en permanence entre d'autres mandats et son mandat de parlementaire. Il est obligé de légitimer son action vis-à-vis des Français en tant que parlementaire et donc dans ce rôle notamment non seulement de législateur, mais aussi de contrôle de l'action publique. Je pense que c'est assez important. Et puis le dernier point, il faut effectivement que le Parlement ait les moyens de son action, ce qui implique qu'il puisse peut-être saisir davantage peut-être pas des corps d'inspection, mais en tous les cas la Cour des comptes, des consultants externes, pour l'aider dans ses missions. Est-ce que c'est un tort selon vous que le Parlement, et on en finira avec cela, laissé d'une certaine manière un peu à l'écart de tout ce qui touche à la réforme de l'État? Alors c'est vrai que ce n'était pas
ressort législatif, mais de fait, les parlementaires n'ont pas été vraiment consultés. Tout le monde est responsable. RGPP ou MAP. Tout le monde est responsable. L'exécutif est responsable parce que dans le fond, il n'a pas confiance aux parlementaires. L'administration est un peu responsable parce qu'elle a vu le Parlement comme une menace. Ces gens-là, ils connaissent rien, ils vont poser des questions absurdes. Donc tout le monde a eu peur. Et puis, les députés ont malheureusement une responsabilité dans cela parce que voilà, faire du contrôle, ce n'est pas tout à fait la même façon que proposer un amendement sur il doit faire beau tous les jours, ou des questions comme ça. On est spécialisé dans les bonnes intentions. Le contrôle propose une approche un petit peu différente qui fait peur aux parlementaires, mais qui, je crois, en réalité, leur donnerait un rôle très, très valorisant. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission sur Acteurs Publics TV. Retrouvez l'intégralité de notre enquête, de notre observatoire des politiques publiques consacré à la réforme de l'État dans la revue Acteurs Publics de mai-juin. À très bientôt sur Acteurs Publics TV.